Bonsoir à toutes et tous. Le massacre à Gaza est passé au second plan dans les médias français depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et le début immédiat de la campagne des législatives. Cependant, les bombardements israéliens et les combats se poursuivent, à Rafah en particulier, même si a commencé depuis avant-hier ce que l'armée israélienne appelle une pause tactique très limitée qui permet l'acheminement d'une aide humanitaire dans un tout petit secteur de la zone sud. Pour prendre du recul historique et par conséquent politique sur cette actualité brûlante, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris, pour son livre récemment paru intitulé « Comment la Palestine fut perdue ». C'est un nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir Jean-Pierre Filiu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un historien bien connu, spécialiste du monde arabe, arabisant, ancien diplomate d'ailleurs, et vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, comme je le disais. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné? Histoire d'un conflit 20e, 20e siècle. C'est le titre complet de ce livre paru au Seuil. Vous y racontez la longue durée du conflit en Palestine, longue durée sans tenir compte de laquelle on ne peut avoir qu'une compréhension partielle et biaisée des atrocités qui ont mis la région sur le devant de la scène depuis le 7 octobre. Le livre aborde cette histoire des deux côtés, comme le titre l'indique très bien d'ailleurs, tour à tour. D'abord côté sioniste en évoquant les grands atouts qui ont été ceux du projet sioniste depuis les origines, puis côté palestinien, en décrivant les facteurs de faiblesse qui expliquent ce que vous appelez la défaite, car évidemment, défaite, il y a manifestement. De votre point de vue, cependant, il s'agit d'une défaite sans vainqueur. Oui, effectivement. J'ai essayé de rassembler dans un livre, pas trop épais, mais relativement dense, tout ce que j'ai pu apprendre sur 4 décennies d'expérience du conflit israélo-palestinien. Vu que mon premier séjour en Israël, à Gaza, dans les territoires occupés, remonte à 1980. Et ce livre, bon, c'est pas à moi de l'évaluer, mais je crois qu'il est un peu unique en son genre, vu que c'est une réflexion sur la longue durée, vous l'avez rappelé, entamée bien avant le 7 octobre 2023, mais poursuivie et, si j'ose dire, parachevée à la lumière de ce brasier. Donc, c'est aux lectrices, aux lecteurs de juger, mais je crois que mon cadre interprétatif, eh bien, il a passé cette épreuve du feu, et que ce que je propose pour comprendre un tel conflit fait relativement sens. Et il faut bien savoir que tous ceux très nombreux d'un camp comme dans l'autre, qui vous disent « Oh là là, c'est inextricable. Oh là là, vous ne pouvez rien y comprendre. Oh là là, on n'y arrivera pas. » Comme par hasard, ce sont tous des fauteurs de guerre. Et la compréhension, d'abord, évidemment, c'est celle qui fait des uns ou des autres des citoyens plus éclairés, mais c'est aussi le meilleur moyen de désamorcer les discours de haine, et ils sont nombreux sur une haine supposée inextinguible et éternelle. Vous remontez au XIXe siècle, voire même à certains égards un tout petit peu avant, en particulier lorsque vous faites l'inventaire de ce qui a fait la force du projet sioniste, du projet de création donc de l'État d'Israël actuel. Vous partez d'un fait qui est assez peu connu, je crois, à savoir que le sionisme, ça n'est pas uniquement un fait juif. Il y a, et ça a soutenu le sionisme juif, une tradition de sionisme chrétien, évangéliste, protestante, qui a d'ailleurs abouti avec la déclaration Balfour en 1917, Balfour lui-même étant un chrétien évangéliste sioniste. Oui, en effet, ce sionisme chrétien est très méconnu en France.
parce qu'il est de tradition anglo-saxonne, et il s'est développé avant le sionisme juif. Et donc quand le sionisme juif, à la fin du 19e siècle, se structure et reste ultra minoritaire dans le monde juif, il trouve dans ce courant déjà éminent dans le protestantisme anglo-saxon un soutien déterminant. Vous évoquiez Arthur Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, dont le gouvernement, en 1917, décide de soutenir, je cite de mémoire, l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine, ce qu'on appelle la déclaration Balfour, sans aucune mention des droits politiques et nationaux du peuple arabe de Palestine, qui était pourtant majoritaire à plus de 90%. Et il peut le faire parce que la Palestine est sous mandat britannique. Pas encore, Pas justement. On est en pleine guerre mondiale et il n'y a pas encore un soldat britannique en Palestine. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire. Et est-ce que c'est en prévision de ce mandat qui sera obtenu par les Britanniques ? À l'époque, on ne parle pas encore de mandat, vu qu'il n'y a pas encore de société des nations, il n'y a pas encore tout ça. Mais ce qui est fondamental, et la grande force du sionisme chrétien, c'est qu'il a toujours tranché pour une terre qu'il ne gouvernait pas. Le sionisme chrétien accorde la déclaration Balfour alors que les Britanniques n'ont pas encore remporté la bataille de Gaza qui leur ouvrira les portes de la Palestine et de Jérusalem. Et Donald Trump, le champion des sionistes chrétiens, va décider du sort de Jérusalem en 2017 alors que les États-Unis n'ont aucune responsabilité directe sur ce territoire. C'est ça aussi sa force, c'est qu'il peut être conduit aux pires extrémités vu qu'il n'a aucune responsabilité concrète. Quand les Britanniques ont le mandat de la Société des Nations sur la Palestine de 1922 à 1948, ils sont beaucoup moins sionistes chrétiens. Ils sont beaucoup plus dans la gestion impériale. Ils encouragent les sionistes, très clairement. Il n'y a pas du tout d'équilibre dans leur position par rapport à leurs Arabes. Mais ils sont obligés d'admettre certaines contraintes. Les sionistes chrétiens, eux, n'ont d'autres contraintes que celles du livre sacré et de leur salut. Or, leur salut, comme croyants dans le Minnesota ou le Dakota, eh bien, leur salut est pour eux lié à ce que les Juifs feront sur la Terre Sainte et au fait que cette Terre Sainte demeure indivisible. Ça ne les rend pas du tout philosémites, bien au contraire. Ils sont plutôt antisémites. À la fin des temps, la grande majorité des Juifs seront exterminés et les seuls survivants seront ceux qui se seront convertis au Christ. Donc on a trouvé effectivement plus philosémites. Mais dans l'intervalle, les Israéliens doivent accomplir le dessein divin. Et ce dessein divin, pour se réaliser, il faut lever toutes les contraintes donc à l'occupation et la colonisation. Et donc, il faut comprendre que quand on parle du lobby pro-israélien aux États-Unis, d'abord, ça n'est plus du tout la communauté juive qui vote majoritairement démocrate et qui était favorable au processus de paix. Ce sont ces sionistes chrétiens, donc ces protestants fondamentalistes qui forment la moitié de l'électorat de Trump et le quart de l'électorat américain. C'est considérable. Et ils ont une discipline de vote très forte parce que leur programme électoral, c'est la Bible. Et donc, ça ne se discute pas par définition. Et cette lecture millénariste, dans une logique eschatologique, donc d'attente de la fin des temps, et de toute une série d'événements qui sont décrits dans l'Apocalypse de Jean, dans le dernier livre du Nouveau Testament, une lecture qui est spécifiquement protestante, évangéliste, fondamentaliste, et une extraordinaire continuité, au fond, entre les circonstances de départ de la création de ce foyer national juif, donc, et aujourd'hui, le soutien des États-Unis, le choix de Trump, par exemple, tout à fait illégal de reconnaître Jérusalem, je crois, comme la capitale de l'État palestinien, c'est bien ça ? De l'État d'Israël. De l'État d'Israël, qu'est-ce que je raconte ? Pardon, oui, c'est lapsus. De l'État d'Israël. Il y a une... Les États-Unis ont fait tellement un pas de côté par cette décision qu'ils n'ont à ce jour été suivis que par le Honduras, le Guatemala, les îles Palaos et le Kosovo. Mais Biden n'est pas revenu sur cette décision. Mais Biden avait voté au Sénat dès 1995 la résolution qui appelait au transfert de la capitale. Biden est sans doute le seul sioniste chrétien à être catholique.
Et il le fait pour des raisons C'est- tout à fait personnelles, d'engagement long d'un demi-siècle en faveur d'Israël, engagement dont il est très fier. Il raconte volontiers sa rencontre pour lui fondatrice avec Golda Meir en 1973. Il est jeune sénateur du Delaware, il a une trentaine d'années. Et en fait, on ne peut pas comprendre le soutien qui reste très fort des États-Unis à la guerre de Gaza, avec quelques remarques, mais qui restent périphériques par rapport à l'essentiel du conflit, sans cet engagement de Biden envers un Israël qui a disparu, qui n'est plus du tout l'Israël travailliste que lui a connu. Alors pour Trump, c'est beaucoup plus clair. Pour Trump, l'Israël qu'il soutient, c'est bel et bien celui de Netanyahou, et réciproquement, c'est-à-dire que Netanyahou fera tout pour faire durer la guerre jusqu'à la réélection qu'il espère bien de Trump, pour revenir dans cette situation de soutien, alors là, inconditionnel, qui était celle de 2017-2021. Et dans cette logique-là, si on s'y tient, dans cette logique religieuse-là, la logique est celle de l'extermination au sens littéral, c'est-à-dire de faire sortir des limites du territoire de la Palestine des gens qui n'ont plus rien à y faire, à savoir les Palestiniens. En tout cas, que les Israéliens aient tous les droits. On ne se préoccupe pas de la population indigène, pas plus d'ailleurs que dans le cadre de la Manifest Destiny, on ne se préoccupait de la population indigène, de ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique. Et on voit d'ailleurs ces références, notamment le concept de rédemption de la terre, qui était très fort pour les colons en Amérique du Nord et qui est au cœur de la colonisation sioniste bien avant l'établissement de l'État d'Israël. D'un point de vue historique, l'accent que vous mettez sur cet arrière-plan, là, qui est effectivement très peu connu, il ne rentre pas en contradiction avec la logique du vieil antisémitisme européen, qui a été tel que finalement des antisémites déchaînés, collaborateurs de l'Allemagne nazie du type Rebattet, Drieux-La Rochelle, pouvaient se dire sionistes, parce que pour eux, l'essentiel, c'était que ce peuple juif, qui était une nation à part et un corps étranger en Europe, s'en aille. Oui, il y a effectivement cette logique qui a peut-être pu jouer aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres, quand on a interdit l'immigration juive et que, donc, par défaut, la Palestine s'imposait comme destination privilégiée. Mais j'insiste sur le fait que ces sionistes chrétiens aux États-Unis peuvent être aussi très critiques des Israéliens qui, d'après eux, contredisent le dessein divin. Il faut voir que pour eux, l'assassin de Rabin, donc est un terroriste juif et israélien, Yigal Amir, est un instrument de Dieu. Et parce que Rabin devait être puni parce qu'il voulait diviser à cause des accords d'Oslo. À cause des accords d'Oslo, puis de sa vision de la coexistence des deux peuples par le partage de la terre. Donc, ils sont inconditionnellement pro-israéliens avec les Israéliens qui les arrangent, pas avec les Israéliens du processus de paix. Je connaissais l'ambassadeur d'Israël nommé par Rabin au moment du processus de paix, donc en 1993-96 à Washington, et il me racontait comment il avait du mal avec les élus au Congrès quand il leur disait mais il faut financer l'autorité palestinienne dans le cadre des accords de paix, et que les membres du Congrès lui répondaient mais non, le lobby nous a dit que c'était une bande de terroristes qu'il fallait pas les soutenir. Et il était obligé de taper sur la table et dire mais je suis l'ambassadeur d'Israël. Donc il faut bien comprendre que ce qu'on présente comme lobby pro-israélien aux États-Unis, c'est le lobby pro-Likoud, c'est le lobby pro-occupation, c'est le lobby pro-colonisation, et 80% des Juifs, malgré Trump, ou je dirais presque grâce à Trump, votent pour le Parti démocrate, ce qui a amené Trump d'ailleurs à dire qu'un Juif qui ne vote pas pour moi devrait se faire examiner la tête. C'était une des sorties dont Trump est coutumier et dont la presse raffole. Et est-ce que cette explication liée aux religieux, à proprement parler, pour le coup, à une vision religieuse du cours de l'histoire jusqu'à la fin des temps, elle masque pas quand même aussi une forme de cynisme géopolitique états-unien,
depuis la création d'Israël ou plus récemment, je ne sais pas, mais enfin, c'est quand même un État allié des États-Unis à l'entrée d'un Moyen-Orient où les intérêts géostratégiques sont absolument cruciaux. Oui, sauf que si on prend alors là la réelle politique au sens propre, c'est-à-dire dégager toutes les idéologies, on voit bien qu'Israël a causé beaucoup plus de soucis aux États-Unis dans la région que le contraire, et que d'ailleurs les 20 premières années d'Israël étaient marquées par une alliance stratégique avec la France et pas du tout avec les États-Unis, et que le transfert de l'arme nucléaire, en tout cas de la technologie militaire nucléaire à Israël s'est fait par la France, alors que les États-Unis étaient totalement opposés. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'Israël est avant tout un sujet de politique intérieure aux États-Unis, avant tout du fait des sionistes chrétiens, et pas, contrairement à ce qu'on croit souvent en France, du fait de la communauté juive. Donc avant tout à cause des sionistes chrétiens, donc dans l'ensemble des États-Unis, entre autres dans la ceinture de la Bible, la Bible Belt du sud du pays, et que c'est pour des raisons idéologiques. Bon, il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, le Moyen-Orient, si on fait des calculs assez rapides, coûte beaucoup plus aux États-Unis du fait des guerres sans fin, du fait du soutien à Israël, qui est à chaque fois encore plus coûteux. Voilà, la dernière enveloppe qui a été votée, on est dans la quinzaine de milliards de dollars qui sont engloutis. Donc la lecture, je dirais, un peu vulgairement, dans le sens de l'économisme vulgaire de Karl Marx, vulgairement réaliste ou économiste, et elle ne fonctionne pas pour les États-Unis au Moyen-Orient. Dans votre présentation des éléments de longue durée qui expliquent la victoire du projet sioniste, par ailleurs, vous soulignez un facteur, un aspect interne du mouvement sioniste qui est son pluralisme, sa diversité à la fois idéologique et organisationnelle. Et ça, c'est certainement un aspect source de confusion pour le public qui regarde tout ça de loin. On sait très bien qu'il y a une tradition sioniste de gauche qui a été très forte, qui explique peut-être d'ailleurs un soutien continu à des choses qui sont tout à fait indéfendables d'un point de vue de gauche. On peut se demander ce que la gauche a à voir avec une colonisation qui aujourd'hui aboutit aux massacres qui sont sous nos yeux. Vous revenez sur ce pluralisme, finalement, pour montrer en quoi ça a été une force, au fond. Ah oui, c'est une force fondamentale. La capacité du sionisme, donc maintenant quand on dit sionisme, on s'entend bien que c'est le sionisme juif. On a mis de côté les sionistes chrétiens. Le projet de faire revenir un peuple juif s'établir sur la terre que Dieu lui a promis selon la Torah. C'est ça le sionisme a priori. Voilà. Et entendu qu'il y avait eu des débats, même jusqu'à la mort de Herzl, le fondateur du sionisme organisé. Est-ce que ce sera la Palestine ou est-ce que ce sera l'Ouganda? Est-ce que ce sera l'Argentine? Bon, donc on va partir de cette définition qui est effectivement solide. Et là, on voit qu'il y a une diversité de sionisme, donc au pluriel, qui paraît troublante, mais qui est en fait un atout formidable pour ce mouvement. Et ce que j'appelle le pluralisme de combat. Parce qu'à la fin, toutes les tendances sont quand même unies autour de l'objectif fondamental. Même si politiquement, ils sont antagonistes. Voilà. Et donc, chacun peut se réclamer du sionisme qui l'arrange. Sionisme travaillé, sionisme de gauche, sionisme religieux, sionisme plus conservateur, sionisme plus nationaliste, sionisme plus culturel. Et donc, dire, moi je suis sioniste, tendance, et donc je ne suis pas engagé par tout ce que disent les sionistes des autres tendances, c'est assez pratique parce qu'à la fin, on soutiendra le mouvement sioniste dans les décisions qu'il aura prises et qui engageront l'ensemble du mouvement. Donc, cette démocratie interne qui est très forte, qui, comme toutes les démocraties internes, n'évite pas les crises, bien au contraire. Il y a des dissidences, il y a même des scissions. La plus importante, c'est la scission révisionniste, sous l'autorité de Zev Jabotinsky, qui va longtemps ferrailler contre le travaillisme majoritaire de David Ben-Gourion. Jabotinsky, qui est un proche, qui est un admirateur
du fascisme, hein, on peut le dire en passant. Oui, admirateur Mussolini. des hommes forts. Ouais. C'est un nationaliste de type romantique. Et en même temps, le paradoxe, c'est que, alors que dans la gauche dominante, il y a un certain irénisme qui participe d'une forme d'invisibilisation de la population locale, ce qu'on appelle la question cachée. Jabotinsky, d'emblée, il dit non, les Arabes sont là, il faudra les combattre. C'est pour ça qu'il a une politique d'emblée beaucoup plus agressive, ce qu'il appelle le mur de fer. Il faut édifier une muraille de fer avec le moins d'Arabes possible d'un côté de la muraille et repousser le plus grand nombre d'Arabes de l'autre côté de la muraille. C'est un texte qui a un siècle, qui est étonnamment prémonitoire. Donc, et je crois que le père de Netanyahou, de Benjamin Netanyahou, était le secrétaire de Jabotinsky. Tout à fait. Il y a vraiment il y a une filiation, alors là au sens propre, hein, vu que Benzion Netanyahou était très proche de Jabotinsky. Il l'avait accompagné lors de son dernier voyage à New York et sur place, il hérite, si j'ose dire, de l'organisation qui est alors dissidente. Et tandis que les travaillistes de Ben Gourion sont très liés au Parti démocrate, lui va développer, on parle de 1940, des relations avec la droite républicaine, qui n'est pas du tout ouverte à l'époque aux thèses sionistes. Et c'est comme ça que les sionistes chrétiens vont progressivement renforcer leurs liens, et Netanyahou va y veiller. Netanyahou fils, donc chef de l'opposition du Likoud, puis Premier ministre de 96 à 99 et de 2009 à 2021 et de nouveau depuis 2022. Et pour Netanyahou, c'est clair, je l'avais même écrit dans la biographie que je lui avais consacrée, c'est un sionisme sans juifs. C'est parfait, il n'y a pas de contradiction. Alors il a résolu la question du pluralisme en ne s'adressant plus à la diaspora, mais en s'adressant aux sionistes chrétiens qui, eux, votent comme un seul homme pour le soutenir dans ses projets. Mais en vous lisant, il me venait quand même à l'idée que le malentendu sur lequel repose l'unité du sionisme, au fond, il concerne quand même beaucoup la forme État-nation. Puisque le sionisme progressiste de gauche et même de gauche radicale, d'établissement de communautés égalitaires sur des terres nouvelles à mettre en valeur, il était tout à fait antagoniste d'une idée d'un État ethnico-culturel et d'un appareil d'État fondé sur la force armée qui est devenu Israël. Oui et non. Il y a les travaux fondateurs de Zev Sternel sur ce qu'il appelle le socialisme national de Ben Gourion et de ses camarades, où il explique que le kibbutz est fondamentalement une communauté qui doit être homogène et exclure la paysannerie arabe. Déjà. Oui, déjà. Et que s'il y a eu organisation judéo-arabe, elles se sont faites aux marges de ce travaillisme et plutôt dans l'optique communiste qui donnera après le Parti communiste israélien et les différents mouvements qui en sont issus. Je rappelle que le Parti communiste israélien était en 1948 le seul parti qui autorisait des Arabes à être membres. Toutes les autres organisations excluaient, y compris le MAPAM, à la gauche du Parti travailliste, excluaient pendant de longues années que des Arabes puissent adhérer. Et le dernier point, côté donc projet sioniste et État d'Israël que vous mettez en avant, qui a fait la force de ce projet, c'est ce que vous appelez la stratégie du fait accompli. Et là, on repasse avec vous l'histoire du conflit et des victoires depuis 1948 de la part de l'État israélien. Oui, parce que voilà, comme historien, j'ai quand même choisi une approche thématique, alors que la plupart des excellents livres consacrés à ce conflit suivent une approche chronologique, mais on retrouve la chronologie dans chaque chapitre, ce qui en même temps était une façon pour moi d'évoquer un peu l'éternel recommencement de ce conflit, où on repasse toujours par les mêmes étapes et on voit qu'à chaque crise, on évoque de nouveau toutes les étapes par lesquelles on est passé. Il y a une incapacité à effacer et à surmonter, pas parce qu'on est dans le conflit, parce que justement, la Palestine a été perdue sans même qu'Israël ait gagné. Et donc,
en ouverture de chaque chapitre, je choisis une citation. Et là, il y a une citation qui est délicieuse de Chaim Weizmann, qui a été l'homme qui a obtenu la déclaration Balfour, qui immense polyglotte, notamment en français, et qui en français a dit « c'est le premier pas qui coûte ». Et ça pourrait résumer toute la stratégie sioniste, qui est une stratégie gradualiste, qui à chaque fois crée, à partir d'un fait accompli, un gain irréversible qui permet de se projeter dans la phase suivante sans jamais dire quelle est la phase finale. Sans jamais dire quand on arrêtera. Et on voit qu'à tout moment, déclaration Balfour, puis le premier plan de partage, puis le deuxième plan de partage, puis l'État d'Israël, puis l'occupation de 67, puis la colonisation, etc. etc. Et aujourd'hui, et en fait, j'ai testé chacun de mes chapitres, de mes leçons au feu de l'actualité. On voit bien, les sionistes chrétiens, c'est eux qui, de toute façon, interdisent à Biden de faire la moindre pression sérieuse sur Netanyahou à propos de Gaza. Le pluralisme, on voit bien que le pluralisme, les mêmes qui manifestaient contre Netanyahou et qui exigeaient son départ, ont mis leur uniforme et sont allés se battre à Gaza comme un seul homme le 8 octobre au matin. Et on voit qu'aujourd'hui, Netanyahou refuse de dire ce que sera le jour d'après à Gaza, parce qu'il ne veut pas se lier les mains. Tout ce qu'on voit, c'est qu'il élimine toute alternative palestinienne au Hamas. Donc, que s'il n'y a pas... historiquement, ça a été son travail depuis longtemps. Depuis longtemps, mais là, je dirais pas... Là, par exemple, il étrangle financièrement l'autorité palestinienne. Il joue sur des clans plus ou moins mafieux à Gaza. Tout pour éviter une institutionnalisation, même si elle permettrait d'en finir, alors là, pour le coup, avec la domination politique du Hamas à Gaza. Et pendant ce temps-là, pluralisme de combat, il a les suprémacistes de sa coalition qui, eux, disent très ouvertement ce qu'ils veulent faire de Gaza. Occuper, expulser, recoloniser. Mais lui ne l'assume pas, mais laisse des membres importants de son gouvernement le dire haut et fort, et ce sont des discours extrêmement dangereux et tout à fait condamnables. Vous parlez de l'alternative entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Parlait du fait que le Hamas est devenu, et pour cause, ces dernières années, ces dernières décennies, le seul interlocuteur, ou presque, après la défaite des mouvements palestiniens de gauche, ou laïcs, dans une large mesure. On ne peut pas dire que ce soit l'interlocuteur, vu avec qui parle-t-il. C'est ça. L'adversaire. Mais le Hamas, concrètement, a bénéficié du blocus imposé par Israël à Gaza depuis 2007. Il faut quand même savoir qu'il y a eu 16 ans de blocus, qu'on a plus de 2 millions de femmes et d'hommes qui ont été retranchés du monde. Et que, ça, je l'écris très tôt dans mon histoire de Gaza, il y a 12 ans, qu'un blocus aussi rigoureux ne pouvait que conforter la domination du Hamas et à terme faire le lit des plus extrémistes au sein du Hamas, ce qui s'est passé avec Yahya Sinwar et le bain de sang du 7 octobre 2023. Et ça, c'est une politique délibérée, au fond, quand même, des Israéliens. Je ne crois pas, parce que à partir du moment où il y a blocus en 2007, il se passe quelque chose d'unique. C'est qu'on désigne l'ensemble de Gaza, pas le Hamas, l'ensemble de Gaza comme entité hostile. Et donc, ça veut dire que plus aucun Israélien ne peut y aller autrement que dans un tank. Donc, ça veut dire que les Israéliens perdent complètement le sens de la réalité au jour le jour de Gaza. On le voit aujourd'hui. C'est une des raisons de la férocité et de l'aveuglement de leurs frappes et de leurs bombardements. Ils n'ont plus aucune idée de comment ça se passe sur le terrain. Ils n'ont plus aucune prise sur le terrain. Et c'est pourquoi l'attaque du 7 octobre 2023 les a autant pris par surprise. Côté palestinien, vous faites au regard l'inventaire des faiblesses qui ont conduit à la défaite. Et vous partez de la faillite du panarabisme. Vous commencez par cette citation, je crois, d'un intellectuel éminent égyptien, Alouba Pacha, qui dit « La Palestine n'appartient pas aux Palestiniens, mais elle appartient aux Arabes ». Et là, on est dans les années 30, oui. Mais le panarabisme s'épanouit, on le sait, dans les décennies qui suivent, et semble au départ être la bouée de sauvetage des Palestiniens.
Oui, sauf que si on regarde la réalité historique, quand la Palestine disparaît en 1948, certes elle disparaît parce qu'Israël s'établit sur 77% de son territoire. Mais la Jordanie annexe 22% du territoire, dont Jérusalem-Est. Quant à l'Égypte, elle administre la bande de Gaza. Il faut lui rendre cet hommage. Elle n'a jamais tenté de l'annexer, mais elle ne laisse aucune représentation palestinienne autonome s'établir dans ce territoire qui était géré par un gouverneur militaire. Donc, le déni de Palestine en 1948, donc après la Nakba, la catastrophe, soit le départ sous la contrainte de plus de la moitié de la population arabe de Palestine, donc 750 000 femmes et hommes. Dont les habitants de Gaza sont en majorité les descendants aujourd'hui. Oui. Gaza, la bande de Gaza est le fruit de la guerre. Gaza a été pendant des siècles, voire des millénaires, une oasis ouverte au monde. Et la guerre l'a réduit à être une enclave, une bande. Une bande, c'est littéralement... ça vient de l'anglais, strip. C'est ce qui reste quand on a tout déchiré. Et ça ressemble aussi à un camp de regroupement colonial, d'une certaine façon. Très vaste camp de regroupement de population. Là, on avait 80 000 habitants autochtones et on a 200 000 réfugiés qui arrivent en 1948-49. Et la proportion reste la même aujourd'hui, 2 tiers, 1 tiers dans la population de Gaza, entre les réfugiés et leurs descendants, et ceux de la population locale de Mais il y a plus de 2 millions de personnes maintenant, je crois. On est à 2 300 000, donc une des plus fortes densités au monde. Ça veut dire aussi que Gaza en vient à incarner la question de Palestine. Moi, j'ai souvent dit que Gaza était au cœur de la Palestine, même si elle était géographiquement à la marge. Et il faut constater que les mouvements palestiniens n'ont pas souvent pris la mesure de cette centralité de Gaza. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, pour revenir aux Arabes, il y a donc ce déni de Palestine en 1948 qui est un déni israélo-arabe. Et Arafat, quand il lance les Fédayines avec son mouvement le Fatah, donc dans les années 60, son objectif principal, ses ennemis principaux, ce sont les régimes arabes. Il va, certes, un peu s'infiltrer dans les territoires occupés de Cisjordanie, mais les vraies batailles qu'il mène, c'est contre l'armée jordanienne. C'est le fameux Septembre Noir en 1970. C'est contre les autres milices libanaises en 1975-76. C'est contre l'armée syrienne en 1976, contre l'armée syrienne en 1983. Donc, même si les Fédayines vont prendre le contrôle de l'Organisation de libération de la Palestine, mais même l'OLP avait été créé par l'Égypte de Nasser comme un instrument d'influence. Il faut qu'Arafat et les Fédayines en prennent le contrôle en 1969, où ça devienne vraiment l'organisation représentative du peuple palestinien. Donc, ce fait que les Arabes sont tous... à un titre divers préoccupés par la Palestine, mais pas forcément dans l'intérêt des Palestiniens, ça aboutit au désastre actuel, où pas un État arabe n'a une politique de solidarité conséquente avec la population palestinienne en général et avec celle de Gaza en particulier. Ça s'aggrave dans votre exposé des divisions entre les Palestiniens eux-mêmes. Et là encore, bien avant la guerre entre le Fatah et le Hamas, qui, si je me souviens bien, se déclenche après la mort d'Arafat, bien avant déjà, presque aux origines, les Palestiniens à Jérusalem sont profondément divisés. C'est ça, il y a 2 clans, vous racontez, qui empêchent une forme de résistance commune, en tout cas qui affaiblissent. Oui, donc on voit bien que chacune des faiblesses palestiniennes est en regard d'une des forces sionistes puis israéliennes. L'illusion arabe en regard de la stratégie de fait accompli, parce que cette illusion arabe empêche les Palestiniens d'avoir une stratégie claire, parce qu'elle est combattue tout le temps par les États arabes qui ne proposent pas de solution de rechange. Et puis le factionnalisme palestinien face au pluralisme de combat sioniste puis israélien. On a le mouvement palestinien est peut-être celui, je ne sais pas si on peut faire des comparaisons, qui de tout
ces mouvements de libération a connu la répression la plus forte et la plus longue. Les années 30 par les Britanniques, puis les militionnistes, puis l'armée israélienne, les différents régimes arabes. Mais la liste des règlements de compte interpalestiniens est elle aussi effrayante, et elle remonte aussi loin. Donc effectivement, dans l'entre-deux-guerres, alors que le mouvement sioniste, lui, malgré ses dissensions, est mobilisé par le projet du foyer national puis de l'État juif, eh bien, les deux grandes familles de Jérusalem, les Husseini et les Nachashibi, vont polariser l'ensemble de la scène politique palestinienne, de leur division. Il n'y a qu'un moment où la mobilisation nationaliste retrouvera sa force, c'est la grève générale de 1936, pendant 6 mois, parce qu'elle est courant, si j'ose dire, mais à chaque fois que ces logiques factionnelles reprennent le dessus, c'est un désastre pour les Palestiniens. Et donc, si Arafat, qui va pendant plus de 30 ans diriger l'OLP et donc être la figure qui incarne le nationalisme palestinien, s'il est tellement populaire aujourd'hui, c'est à cause de son courage, de son désintéressement, mais c'est aussi parce qu'il avait éviter à tout prix la guerre civile palestinienne, qui éclate, comme vous l'avez dit, peu après sa mort, donc entre le Fatah, identifié à l'autorité palestinienne de Ramallah, et le Hamas, qui prend le contrôle de Gaza en 2007. Et donc, depuis, on a 2 Palestines, ce qui fait évidemment une Palestine de trop si on veut avoir un vrai État palestinien. Le dernier point, puis j'aimerais qu'après on évoque un petit peu les perspectives, la question des solutions. Le dernier point, bien sûr, c'est l'engagement que j'évoquais un petit peu quand on parlait des motivations évangélistes américaines et au regard, disons, des enjeux géopolitiques directs, concrets, loin du religieux. C'est le fait qu'à l'échelle internationale, il y a une pression telle pour ce que vous appelez le 2 poids, ce qu'on appelle le 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que les infractions israéliennes chroniques aux injonctions de l'ONU, à la loi internationale, ne sont jamais sanctionnées concrètement. Depuis le 11 septembre, depuis le retour du choc des civilisations, le développement de l'idée d'un choc des civilisations, de l'hostilité du monde musulman face au monde libre, évidemment, la cause palestinienne se trouve du mauvais côté. Alors, là aussi, comme citation d'ouverture, je prends une citation de François Mitterrand, qui en 1991 dit « Mais 2 poids, 2 mesures, ce serait assassiner le droit international naissant ». Et donc, 91, la France vient de participer à la coalition de libération du Koweït. Il y a l'espoir que dans ce monde post-soviétique, les normes des Nations Unies fondent un droit international des conflits et évidemment de la paix si ces conflits sont réglés. Or, il comprend que malgré les promesses, George Herbert Bush, le premier, le père, ne fera rien pour un État palestinien. Et ça, il sait que ça va dégrader l'ensemble de cette renaissance du droit international. Et on voit bien que le fait qu'il y ait une impunité pour Israël dans toutes ces violations du droit international, et tout ça évidemment s'est aggravé de manière spectaculaire depuis le 7 octobre 2023, plombe l'ensemble du droit international. Plombe l'action de l'Europe. L'Europe ne peut pas condamner les bombardements d'infrastructures civiles, les frappes contre la population en Ukraine et considérer que ça fait partie des lois de la guerre et des dommages collatéraux quand c'est à Gaza. Donc on voit que ce 2 poids, 2 mesures, il parasite tout. Mais l'historien doit immédiatement ajouter que ceux qui tiennent un discours qu'on pourrait qualifier d'aussi biaisé, voire d'hypocrite, ont généralement une parfaite bonne conscience. C'est ça aussi la force du 2 poids, 2 mesures, c'est qu'il a la certitude d'être du côté du droit. Pas du tout, c'est pas du tout du cynisme qui viserait à dire « Ah non, les droits, c'est pour les autres. » Dans ces cas, non. C'est beaucoup plus puissant, c'est sincère. C'est sincère. Et là-dessus, ça repose quand même sur la conviction
que c'est un conflit religieux, que 30, 40, 50, on est sans doute au moins à 50 000 morts à Gaza, civils pour la plupart. Finalement, ça compte moins que des milliers d'Ukrainiens. Enfin, il y a quand même un différentiel qui est lié à un impensé, je ne sais pas, blanc, colonialiste. Enfin, comment... Il y a effectivement des racines assez profondes. Je fais des citations qui remontent à Chateaubriand. Je rappelle certains reportages qui sont peut-être pas les plus glorieux d'Albert Londres, ou le fait que Robert Capa ait refusé de photographier les Palestiniens en 1948 parce qu'il avait choisi son camp et qu'il... pour lui, c'était la seule posture morale après la Shoah de choisir son camp. Voilà. Et donc, il y a évidemment tout ça. Mais s'agissant vraiment de Gaza, il y a une question très simple. Imaginons que la guerre d'Ukraine soit couverte exclusivement à partir de Moscou par des correspondants basés en Russie qui ne pourraient rentrer en Ukraine qu'accompagnés par l'armée d'occupation. Et qu'on n'entendrait les témoignages des Ukrainiens que sur les réseaux sociaux, quitte à ce que différentes photos ou vidéos recueillent des prix internationaux. Je ne crois pas qu'on aurait la même perception du tout de ce qui se passe en Ukraine. Donc il faut savoir que l'interdiction au terrain de Gaza, à la presse, on va dire, internationale, parce que les malheureux journalistes palestiniens, eux, ils payent le prix du sang. Il y en a des dizaines qui ont déjà été tués, dont certains, à l'évidence, étaient ciblés. Donc, il faut savoir aussi que dans ce monde surinformé, à partir du moment où vous n'avez pas l'envoyé spécial de telle ou telle chaîne d'information en continu occidental sur place, eh bien, le massacre peut être mis en doute, le crime peut être nié. Il y a des choix des rédactions quand même, il y a des choix médiatiques. Je veux dire, c'est pas très compliqué d'accéder aux faits, d'accéder un minimum aux faits, de faire une couverture qui soit pas effectivement celle que vous décrivez. Par les médias français en particulier. Oui, mais à partir du moment où il n'y a pas l'accès au terrain, et là, ça ne se pose pas qu'en France. Aucun journaliste occidental n'a pu pénétrer à Gaza autrement qu'escorté par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Donc ça, c'est quand même un problème de fond. Dans un monde qu'on dit hyper exposé, où l'information circule, on a un des conflits qui émeut le plus l'ensemble de la population mondiale. C'est pas du tout restreint aux opinions occidentales. C'est une très grande émotion en Amérique latine, en Afrique, en Asie, et on n'a aucun accès au terrain. Donc là, on voit bien que le deux poids, deux mesures, il se construit, il se défend et il s'entretient. Je voudrais qu'on termine sur quelque chose qui m'a surpris en vous lisant, moi qui ne suis pas du tout spécialiste de ces questions, même si je suis frappé évidemment par ce qui se passe et très perturbé, comme tout le monde, par ce qui se passe. Vous ne croyez pas du tout à la solution à un État unique multinational. Je pense que ce n'est pas une solution. Vous pensez que ce n'est pas une solution, que ce n'est pas du tout crédible, que ce n'est pas envisageable? Alors d'abord, il faut voir que ça a été refusé dans l'histoire par le mouvement sioniste de manière très, très ferme. Donc si on va vers une solution, c'est-à-dire vers un règlement, encore faut-il qu'il soit accepté par les deux parties. Effectivement, on est avec une défaite sans vainqueur, parce que je crois que la solution à deux États serait la seule victoire possible pour le projet sioniste et pour Israël. Donc vous voyez que je n'hésite pas à fournir des arguments à ceux qui ne portent pas forcément Israël dans leur cœur. Mais en même temps, la solution à deux États est la seule perspective pour les Palestiniens, et de toute façon, c'est celle qui a été endossée historiquement par la direction représentative et légitime du mouvement palestinien, c'est-à-dire l'OLP, en 1988 à Alger. La proclamation de l'État de Palestine s'accompagne de la reconnaissance de l'État d'Israël et donc de cet engagement en faveur des deux États. Alors, soyons très, très simples. Un mouvement de libération qui change d'objectif stratégique tous les 20, 30 ans, 40 ans, l'historien peut affirmer d'emblée qu'il n'atteindra jamais aucun des objectifs stratégiques. Donc la ligne a été tracée, elle est toujours valide, elle repose sur le seul accord qui doit être préservé à tout prix, c'est le premier accord d'Oslo. Le second qui crée l'autorité palestinienne, on peut vraiment l'oublier. Mais le premier accord d'Oslo, c'est Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, et
Yasser Arafat, chef de l'OLP, qui reconnaissent la légitimité du nationalisme de l'autre. Et là-dessus, on peut tout construire. Et après, une fois qu'il y a deux États, que ces deux États se fédèrent, se confédèrent, décident d'abolir tous les liens entre eux et une capitale partagée à Jérusalem, ce sera merveilleux. Mais ça devra arriver dans un deuxième temps, une fois que les droits nationaux palestiniens auront été incarnés dans cet État. Mais étant donné ce que c'est qu'un État, la nature même des souverainetés d'État, est-ce qu'on peut imaginer que deux États à cet endroit-là feraient autre chose que de se faire la guerre chaude ou froide? Et question accessoire, pour qu'un État palestinien ait une réalité, est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse se passer d'une puissance géopolitique derrière lui, comme les États-Unis sont derrière Israël, pour exister, pour se défendre. Mais là, on est dans le scénario de la poursuite du conflit sous une autre forme. La solution à deux États vaut règlement définitif du contentieux historique. Et territorial. Oui, donc territorial, mais il n'y a pas que le conflit. Et démographique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on met fin au conflit, qu'on n'essaie pas de le poursuivre sous une autre forme. Et que de toute façon, on aura des contradictions internes très fortes chez un peuple comme chez l'autre, avec des forces qui refuseront cette solution. C'est pour ça que tous les amis sincères des deux peuples, israéliens et palestiniens, plutôt que de pousser dans le discours de guerre la victoire ultime qui est toujours repoussée pour les uns ou pour les autres, devraient peser de tout leur poids pour permettre aux dirigeants des deux peuples qui, à ce stade, n'ont pas encore émergé, de prendre la décision la plus difficile qui soit, c'est-à-dire de traiter avec l'ennemi celui qu'on a combattu, celui qui a commis des atrocités contre son propre peuple, et non seulement de traiter maintenant, mais de lui faire confiance pour l'avenir de ses enfants et de ses petits-enfants. À ce moment-là, on n'est plus dans un parrain géopolitique, on est dans quelque chose de beaucoup plus fort, et à mon avis, seule l'Europe peut fournir ce type de soutien à une démarche, d'abord parce qu'elle l'a vécu sur son sol après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi parce qu'elle a des liens très forts avec les deux peuples, et elle ne peut pas être soupçonnée d'ambition ou de visée hégémonique. L'ONU serait évidemment la structure qu'on attendrait, mais les Israéliens ont développé une campagne tellement agressive à l'encontre de l'ONU qu'ils qualifient noir sur blanc, c'est le ministre israélien des Affaires étrangères, d'organisation terroriste et antisémite. Mais il se promène dans les couloirs de l'ONU avec des étoiles jaunes, ce qui est quand même une figure de l'obscénité contemporaine assez extraordinaire. Donc, à un moment, il faut une partie qui soit agréée par les deux belligérants, donc seule l'Europe. Alors tout ça aujourd'hui paraît bien déconnecté de la réalité, sauf que pour l'instant l'Europe n'a sans doute pas compris collectivement que, comme je l'ai écrit le 1er janvier 2024 dans ma chronique hebdomadaire au Monde, le destin de l'Europe en 2024 se jouera à Gaza. Parce que je ne vois pas comment l'Ukraine, que je soutiens très, très activement, pourrait résister face à l'impérialisme russe si toutes les valeurs pour lesquelles elle se bat à l'est de l'Europe sont bafouées jour après jour à Gaza. Et puis parce que l'Europe ne peut se construire comme puissance collective, et puissance, c'est pas forcément négatif, ça peut être une bonne chose, la puissance, et je crois que les Européens ont besoin de sentir que l'Europe en tant que telle est une puissance, c'est pas une addition d'ambition plus ou moins individuelle, et elle ne peut se construire qu'au Moyen-Orient et par la paix. Parce que si au Moyen-Orient, il y a une chose dont on a besoin, c'est pas de plus d'armes, c'est pas de plus de pamphlets plus ou moins combatifs, c'est de paix, c'est de normes, c'est de droits. Et ça, seule l'Europe peut, à mon sens, y contribuer de manière effective et dans la durée.
Merci beaucoup, Merci à Jean-Pierre vous. Filiou, d'être venu nous parler dans la longue durée historique des tenants et des aboutissants de cette terrible situation. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, histoire d'un conflit 19e, 21e siècle. Je recommande à chacun très vivement de lire ce livre pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Merci. Merci à vous.